Si on parle de résilience long terme, il faut comprendre aussi à quoi ressemblera le monde dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, selon les différentes trajectoires que pourraient prendre différents pays, notamment les pays du Sud global qui ne sont pas encore développés de la façon dont on s'est développé. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette conférence ? On va d'abord se demander comment un modèle peut permettre de saisir les différentes dynamiques à l'œuvre, et après donner 2 exemples. Le premier qui va être d'essayer de répondre à la question « A-t-on assez de matières premières pour faire la transition ?» Et le deuxième qui va être d'évoquer la question du découplage entre PIB et consommation d'énergie. Ici, vous voyez la consommation d'acier annuelle par personne en fonction du PIB par habitant. Ce qu'on observe, c'est que pour tous les pays du monde, c'est peut-être exponentiel au début, mais à partir du moment où on arrive à un certain niveau de PIB, ça sature. Ça fait des courbes en S, au début 0, ça augmente, ça sature. Et c'est logique, encore une fois, parce qu'on a déjà construit notre infrastructure. Et donc là, on parle d'être sur des scénarios où tendanciellement, il y a des régions du monde qui vont se développer de façon exponentielle avec un boom très très rapide si les régions se développent, par exemple, comme s'est développée la Chine ces 30 dernières années, et avec en plus une contrainte de transition énergétique qui va demander des matières premières. Avec une centaine de ces éoliennes offshore, on fait l'équivalent de production d'énergie d'une tranche de centrale nucléaire. Donc c'est-à-dire que sur le renouvelable, on a quand même complètement changé d'échelle et qu'on est capable de produire de l'énergie quand même assez massivement. Par contre, ça demande beaucoup de matières premières. On rajoute 50% de la demande mondiale juste pour les nouvelles technologies dues à la transition énergétique. Pour extraire 1 kg de cuivre, il faut remuer 200 kg de roche. Sachant qu'on parle là que du cuivre, mais qu'en fait, il y a tous les métaux. Par exemple, pour l'or, pour avoir 1 gramme d'or, il faut remuer une tonne de minerai. Il y a un photographe qui s'appelle Dylan Marsh qui essaye de faire des montages où il met en perspective la quantité de métal qui a été extraite en tout dans une mine. Maintenant, ce petit point s'est mis en perspective avec l'ensemble de la surface artificialisée qu'il a fallu pour cette mine. Et donc, ça veut dire, juste pour le cuivre, 20 fois la taille de Grenoble en mine chaque année. Pour transformer le minerai en métal, on utilise énormément d'eau qui, à la fin, se retrouve avec des métaux lourds et une grande pollution. C'est un barrage au Brésil qui s'appelle Brumadinho, qui était un endroit où on stockait les boues d'une mine de fer et qui a rompu en 2019 et qui a laissé s'échapper 12 millions de mètres cubes de boues toxiques dans l'environnement. Ça met des limites éthiques à notre extraction de matières premières. C'est-à-dire que là, actuellement, on fait ça dans des pays très pauvres. Et donc, le jour où il y a un certain nombre de pays qui font des moratoires sur l'extraction chez eux, et ça s'est déjà vu, et ben ça va potentiellement faire de moins en moins d'extraction de matières premières et donc des contractions sur les approvisionnements. On est en ce moment, ou depuis les années 2000, à un point de rupture, c'est-à-dire un point à laquelle l'énergie va commencer à augmenter pour extraire certains métaux, parce que le progrès technologique ne permet plus de compenser la perte en qualité des gisements. Et donc, les prix vont augmenter. Et donc, à la réponse, est-ce qu'il y a assez de matières premières pour la transition ? Nous, ce qu'on répond, c'est que c'est une question qui est mal posée, parce que c'est pas une question de géologie, c'est une question d'impacts socio-environnementaux, d'énergie et de prix. Pour moi, l'énergie et le PIB, c'est la même chose. Si on prend par exemple du minerai de fer, qui est transformé en acier, qui est transformé en une porte de voiture, qui est transformé en une voiture, à chaque étape, on a incorporé de l'énergie dans la transformation, et à chaque étape, on apporte au produit de la valeur ajoutée. Ça fait qu'à la fin, si on somme toutes les étapes, on va avoir un prix, et si on somme l'énergie, on va avoir ce qu'on appelle une énergie grise, c'est-à-dire l'empreinte énergétique du produit. Ce que je veux dire par là, c'est que on a des gains colossaux d'efficacité énergétique à faire sur tout un tas de secteurs. Actuellement, si on veut avoir les mêmes usages finaux, c'est-à-dire se chauffer, se déplacer, etc., et qu'on fait le maximum d'efficacité énergétique qu'on sait faire, c'est-à-dire pas des trucs complètement fantaisistes, mais ce qu'on sait faire, on pourrait utiliser 75% d'énergie en moins. Et en fait, du coup, plus on est riche, plus par unité de PIB, on va consommer un max d'énergie. Et donc ça, c'est complètement contraire à ce que la science économique nous dit, que plus on est riche, plus on est efficace. Donc en fait, c'est pas la croissance économique qui fait qu'on devient plus efficace, c'est que tout le monde devient plus efficace en même temps. Et donc ce n'est pas le PIB qui drive l'efficacité énergétique, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que avec de la recherche, avec de la R&D, etc., on peut être de plus en plus efficace, par exemple, en se focalisant sur certaines technologies et sur un monde dans lequel on a envie de vivre. Le découplage absolu, ça veut dire plus de PIB
avec des émissions de gaz à effet de serre qui baissent. Mais ça ne nous dit pas à quel rythme le PIB augmente et à quel rythme les émissions de gaz à effet de serre baissent. Et donc, si on met ça en perspective, on peut se dire que produire toujours plus de biens et de services, c'est essayer de monter ce même boulet sur un escalator à sens inverse. Et donc, si jamais on arrive à faire mieux que du surplace, c'est-à-dire on fait 1 mètre par heure, bah ça découple, on a gagné. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Donc, est-ce qu'on peut découpler ? Oui. Est-ce qu'on s'en fiche ? Oui. Donc, ma vision du découplage, c'est de dire il faut arrêter d'utiliser cette notion parce que c'est une très mauvaise notion. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que ça découpe, c'est est-ce qu'on est sur la bonne pente, par exemple là de moins 6,7% par an pour atteindre les 80 mégatonnes en 2050. Et donc là, la réponse est tout simplement non, on va 4 fois trop lentement. Et en plus ça avance, plus c'est difficile. C'est-à-dire que les premiers pourcents, là, on va les faire cet hiver, c'est-à-dire qu'on ferme les fenêtres pendant qu'on a le chauffage allumé. Déjà, on gagne 10% d'efficacité. Quand on sera là, ce sera beaucoup plus dur. Voilà, donc il faut commencer très vite, très fort.